La médiathèque du Sud Sauvage, inaugurée en 2017 avec une ouverture au public en janvier 2018, est une volonté certes politique plus que jamais, et une politique culturelle pour la ville de Saint-Joseph, mais pas uniquement, également donc pour le bassin Sud Sauvage qui comprend la Petite Île et Saint-Philippe. Le choix architectural est assez simple. C'était donc se calquer aux éléments premiers donc, de l'architecture, du patrimoine architectural créole et réunionnais en particulier. Donc on se base sur 4 éléments. Le jardin Tapara que vous voyez juste derrière moi, donc comme toute construction et toute habitation à La Réunion, donc c'est là où on accueille nos hôtes. Vous avez ensuite le bâtiment principal également derrière moi, donc le bâtiment vétiver, le bâtiment principal où nous vivons, où nous accueillons nos hôtes, où nous dormons, mangeons. Vous avez ensuite le 3e élément, l'arrière-cour, donc le jardin, là où chez tout un chacun nous plantons donc toute la partie maraîchage, le jardin. Et puis pour terminer, donc le 4e élément, c'est la longère qui correspond à l'habitation donc des esclaves, hélas, avant 1848, qui nous sert aujourd'hui donc évidemment donc, de partie administrative. La médiathèque du Sud Sauvage, qui ressemble donc à une botte de vétiver et s'inscrit totalement donc dans le paysage rural de Saint-Joseph. Au départ, le programme demandait une architecture créole. Ici, on avait un enjeu urbain qui était de retrouver un signal dans le centre-ville, retrouver une pierre angulaire dans un centre-ville qui manque d'espace public. Donc, on a voulu vraiment marquer le territoire en ayant un bâtiment assez expressif. Le projet, initialement, demandait une architecture créole. Alors, une architecture créole n'existe pas dans le domaine des médiathèques. Cette question-là, elle était réinterprétée en travaillant sur les images du projet, sur les images qui font référence au contraste, aux couleurs aussi de la langue créole, sur les toponymies. Et donc on a retravaillé sur une botte de vétiver posée sur un socle en basalte. Donc ça, c'est des images qu'on a repris, qui ont donné l'expression architecturale du projet. Le programme ne demandait pas expressément de réaliser une architecture bioclimatique, sans climatisation. Mais nous avons utilisé le levier sociétal, le levier des usages, c'est-à-dire que dans l'architecture créole réunionnaise, il y a un floutage des limites entre l'intérieur et l'extérieur. Et le seul moyen de parvenir à avoir un rapport direct avec l'extérieur était de ne pas mettre la climatisation. Ce confort thermique nous permet, nous, donc le personnel de la médiathèque du Sud Sauvage, et puis aussi les usagers, donc d'avoir un cadre de travail, somme toute, assez intéressant. On a plaisir à venir travailler. On n'est pas donc sujet aux grosses chaleurs vu donc la partie bioclimatique du bâtiment. Aujourd'hui, donc nous commençons donc la partie été austral et il est vrai que donc bon nombre de personnes viennent à la médiathèque alors qu'il n'y a pas de climatisation, mais il y a une certaine fraîcheur avec tout le travail qui a été fait et établi au niveau des jalousies, etc., donc de la partie technique, qui fait que ça donne à l'intérieur un cadre de vie très, très intéressant. La condition première pour réaliser un bâtiment bioclimatique en milieu tropical est de générer un îlot de fraîcheur. Donc l'ensemble de la médiathèque est entouré d'un jardin, à la fois à l'extérieur, donc on voit derrière, mais également à l'intérieur même des espaces, il y a toujours la végétation qui est présente. Donc cet écrin végétal permet de rafraîchir l'atmosphère, rafraîchir la température autour du bâtiment, pour pouvoir générer en fait un flux d'air, mais un flux d'air qui ne sera pas trop chaud. Ensuite, nous allons travailler sur les 3 paramètres principaux que sont la température, l'hygrométrie et la ventilation. Alors, la température, on va dans un premier temps s'isoler du rayonnement direct du soleil. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un système de brise-soleil pour qu'il n'y ait, quelle que soit la saison, mais surtout en hiver, jamais de rayonnement direct à l'intérieur qui apporterait une surchauffe. C'est isolé, surisolé, en particulier sur les toitures qui absorbent 80% des rayonnements solaires. Donc on va avoir une isolation assez forte sur ces parois, également sur les parois verticales. Et on va utiliser une autre stratégie qui est la mise en place de matériaux à faible inertie. Les façades des bâtiments sont réalisées en bois, sauf les socles pour des questions de pérennité de matériaux à La Réunion et en particulier l'attaque des termites.
Donc on utilise le bois, isolé évidemment, des façades légères, qui sont des matériaux à faible inertie, qui permettent de ne pas stocker la chaleur et la restituer dans un second temps. Pour ce qui est de la lumière naturelle, justement, c'est un équilibre qu'on a constamment trouvé entre la protection solaire et la lumière naturelle. Ici, on a une collection de brise-soleil qui s'adaptent en fonction de chaque orientation. C'est-à-dire qu'en est, ils vont être extrêmement serrés. Au sud, au contraire, ils vont être assez ouverts puisqu'on a un soleil vertical uniquement au mois de décembre. Donc, on va adapter au plus juste chaque protection solaire pour à la fois stopper les rayonnements directs, mais également laisser passer le maximum de lumière naturelle. Ensuite, la ventilation, elle est réalisée sur plusieurs plans. Alors on a un vent dominant qui vient d'est-sud-est, qui correspond aux alizés. Alors ce sont des vents forts et surtout des vents d'hiver. Ils nous intéressent, mais pas tellement au final, parce qu'on va plutôt essayer de privilégier les vents nord-sud qui correspondent aux brises thermiques. C'est-à-dire que ce sont les mouvements d'air qui se créent par les différences d'inertie de l'eau, de la mer et de la terre. Donc on a des mouvements ascendants et descendants au cours de la journée et de la nuit, et on va capter ces vents-là. Dans les corps de bâtiments assez simples, je parle du Calbanon, je parle de l'espace jeunesse, on peut avoir un système traversant assez simple avec des ouvertures de chaque côté. On a des trames qui sont inférieures à 10-12 mètres, donc on peut sans problème ventiler naturellement et ça se fait sans aucun problème. En revanche, sur le bâtiment principal qui est le bâtiment vétiver, on avait une trame beaucoup plus profonde. C'est-à-dire qu'en cas de faible vent, on ne parvenait pas à ventiler naturellement, avoir une ventilation traversante simple. Alors on a dû mettre en place une autre stratégie complémentaire qui est celle de la cheminée dépressionnaire. On a au centre du bâtiment une cheminée qui en toiture va créer une dépression qui va capter les brises, même assez faibles, et créer une dépression et créer une aspiration et qui va évacuer les charges thermiques. Alors sur la ventilation, on a plusieurs stratégies. La première qui est celle simplement du renouvellement d'air. La deuxième, c'est l'évacuation des charges thermiques qui sont produites soit par les usagers, soit par les équipements informatiques. Et la troisième qui est celle de la ventilation. On ne parviendra pas à obtenir un tirage naturel suffisant pour atteindre une vitesse d'air de 1 mètre ou 1,5 m/s par tout temps, en particulier par les moments d'été chaud où il n'y a absolument aucun souffle d'air. Pour cela, on a les brasseurs d'air qui se mettent en route pour créer ce mouvement d'air complémentaire qui va servir au confort par justement la création d'un flux d'air au droit des usagers. Ensuite, la question de l'hygrométrie est réglée finalement par la ventilation. On est dans un système ouvert, donc on a une évacuation constante des surcharges hygrométriques générées par l'usager. Évidemment, ces questions de ventilation naturelle sont en contradiction avec deux éléments. Le premier, c'est sur la sécurité incendie, puisque le principe de la sécurité incendie, des règles métropolitaines en particulier, est de cantonner chaque compartiment pour qu'il n'y ait pas de propagation du feu. Là, on a pu travailler avec les pompiers très en amont pour proposer des mesures compensatoires afin de mettre en communication l'ensemble des volumes, en particulier du vétiver. Et la deuxième contradiction, c'est celle de l'acoustique. On est toujours sur des questions en acoustique de compartimentage également. Les volumes les plus importants sont difficiles à traiter. Alors là, pareil, on a multiplié en fait les procédés pour réduire la réverbération et le bruit à l'intérieur. Alors, premier élément, c'est la géométrie du bâtiment. Ce n'était pas recherché au départ, mais on s'est rendu compte au cours des études en fait, qu'une géométrie biaise, le fait de ne pas mettre des plans parallèles en regard, favorisait très fortement l'acoustique. Autre procédé pour réduire les temps de réverbération, c'est de mettre en place toute une gamme de matériaux absorbants au mur, au plafond. Donc on a tout un système de laine de bois agglomérée, système de placo perforé avec de la laine derrière. Au-dessus de la résille, on a également de l'absorbant acoustique. Donc on a multiplié en fait ces surfaces d'absorbant acoustique pour réduire la réverbération en mettant également
au centre de ce puits de ventilation des baffles qui sont suspendus et qui réduisent en fait la transmission du son entre chaque étage. Le retour d'expérience est très positif parce que on a vu le succès de la médiathèque, c'est-à-dire qu'on a réussi avec Fred Figuin, le directeur, à créer un vrai espace public et finalement aussi avoir un rôle pédagogique par rapport à l'ensemble des utilisateurs. Maintenant, les gens vont à la médiathèque et se rendent compte qu'il est possible d'avoir un confort thermique atteint sans forcément l'utilisation de la climatisation. Et ça, c'est un vrai succès parce qu'on essaie de croire, on aimerait bien croire que rentrer chez eux, les gens se disent mais finalement, c'est possible aussi chez moi. Ça, c'est ces retours pédagogiques qu'on cherche à avoir. La formation aussi qu'on a mise en place avec les utilisateurs pour qu'ils sachent comment utiliser ce bâtiment. Ça, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'il faut comprendre. Donc, on a réalisé un carnet d'utilisation qui permet de manipuler chaque façade, qui permet de savoir à quel moment il faut ouvrir la cheminée de ventilation pour vraiment être actif dans l'utilisation de ce bâtiment. Thank you.